Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Donc l'année dernière, j'étais déjà venu présenter un petit peu ce qu'on appelle la convention AERAS et puis différentes réponses aux assurances. J'avais fait un engagement que je n'ai pas pu tenir et je tiens à m'en excuser devant vous. C'est que quand l'année dernière, en discutant avec les professeurs présents, on s'était engagés plus ou moins à travailler ensemble. Et donc eux ont pu répondre au départ sur certaines choses. Moi, je n'ai pas pu obtenir de rendez-vous avec les réassureurs, qui sont ceux qui je dirais, mettent la barre au niveau des acceptations médicales. Donc le problème, je n'ai pas obtenu de rendez-vous depuis 1 an avec aucun des réassureurs. Pourquoi ? Comme j'expliquais à Philippe Charon, je pense que les réassureurs ont déjà du travail. L'assurance emprunteur est un marché qui se porte très bien. Et je dirais que le risque aggravé de santé, ce n'est pas leur préoccupation majeure. Donc, pour ce faire, on va être obligé de trouver peut-être des moyens, je dirais, un petit peu plus forts pour les impliquer, pour leur demander de regarder un petit peu plus les réponses médicales qui sont apportées aux patients. Et donc, éventuellement, de pouvoir les contraindre un petit peu à se pencher sur alors aussi bien sur les cardiomyopathies, mais aussi sur toutes les pathologies cardiovasculaires. Parce que ces pathologies ne sont pas super bien prises en compte aujourd'hui. Donc, je vous expliquerai en fin de session l'idée que j'ai et que j'espère qu'on va pouvoir partager ensemble pour essayer justement de préparer ce terrain pour contraindre les réassureurs et aussi la convention AERAS à faire rentrer, notamment dans la grille de référence pour le droit à l'oubli. Alors c'est un mot qui va vous paraître fort, mais le droit à l'oubli, il est bien pris pour le VIH, il est bien pris pour les hépatites. Donc il y a quand même des choses qui sont acceptées pour certaines pathologies. Donc en matière en matière cardio, on va essayer de le faire aussi. Donc voilà. Alors par contre, je vous laisse maintenant la parole. C'est à vous de tirer, mais soyez gentils quand même. Hein. Je vais essayer de répondre au mieux à toutes vos questions. Merci. Bonjour, moi je voudrais savoir pour une jeune fille qui a fait 2 arrêts pour le permis de conduire et l'assurance jeune conducteur, est-ce qu'on doit le déclarer? Est-ce qu'on doit faire des démarches particulières auprès de l'assureur? Alors, on a travaillé ensemble avec différentes associations ici présentes sur justement les nouveaux décrets d'application pour le permis de conduire. Alors, il s'avère que, tous les détails, je ne les ai pas en tête parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de feuillets concernant le permis de conduire. C'est une usine à gaz, ça je ne vous le cache pas. Anne Pina, ici présente, peut en témoigner. On a été vraiment sur des réunions et on s'est retrouvé avec un bottin à étudier pour justement donner des réponses aux gens. Ce que je me suis rendu compte, c'est qu'effectivement, beaucoup de gens qui ont un problème cardiovasculaire ou d'autres pathologies, pouvant gêner au niveau de la conduite, enfin, pouvant être considérées gênantes pour la conduite, sont un petit peu éludées. C'est-à-dire que les gens n'en parlent pas. Ils n'en parlent pas et je dirais qu'à la limite, c'est au moment où vous faites la démarche auprès d'un professionnel de santé que là, une sanction peut tomber, puisque là, il peut déclarer que vous n'êtes plus apte à conduire. Ou que d'après les nouveaux textes ou la réglementation, vous n'êtes pas apte à conduire. Alors, je dirais que si demain, on écoutait vraiment ces décrets, on se retrouverait avec énormément de gens qui n'auraient plus le droit de pouvoir conduire leur véhicule. Et ça, je pense que ça serait un... Alors, quand on a discuté avec justement certains responsables au niveau du ministère de la Santé, ils comprennent bien le problème. Ils se rendent compte qu'il faut vraiment que vous soyez dans une situation médicale importante et où là, ça serait vraiment de la folie de prendre le volant, où là, les médecins doivent aussi interagir avec leurs patients. Mais c'est facile ni pour les uns ni pour les autres. C'est-à-dire que le médecin, il n'est pas là pour sanctionner et on lui demande justement de répondre des fois à ça. Et c'est pas évident pour lui, s'il vous connaît, de dire « prenez plus votre permis, c'est terminé ». Donc ça, vous voyez, il y a un problème là. Je pense qu'on n'a pas complètement répondu à ce problème-là. Pour rebondir un tout petit peu sur le sujet, il y a des choses quand même qui existent. C'est par exemple les gens qui ont des défibrillateurs, après un choc, il y a un certain temps dans lequel ils ne peuvent pas conduire. Il faut qu'il n'y ait plus de choc pendant un certain temps avant qu'ils puissent reconduire. Ce qui pose des problèmes dans la vie quotidienne. Alors c'est toujours pareil, s'il ne se passe rien, il n'y aura pas de problème. Mais s'il y a un accident, on est toujours un peu embêté, quoi. Alors, en matière d'assurance, vous remarquerez que dans vos contrats, on parle surtout des conséquences par rapport à un état spécial. Je dirais par exemple l'alcoolémie, les addictions, les choses comme ça, les drogues. Là, c'est différent. Alors c'est vrai que certains assureurs essayent de mettre en garde aussi sur le fait que est-ce que vous ne prenez pas des médicaments qui vous amènent de la somnolence et tout ça, mais je dirais à ce moment-là, plus personne ne peut conduire parce que tous les gens qui prennent des antidépresseurs, et je sais qu'il y en a un paquet, vous êtes tous en état de...
vous représentez un danger pour vous et pour nous. Donc je veux dire, arrêtons on ne va pas se voiler la face, on ne peut pas non plus rentrer dans ce jeu-là de dire dès qu'il y a des drogues, dès qu'il y a quelque chose, enfin des drogues, je me comprends, des médicaments qui peuvent entraîner une somnolence ou un problème de conduite, il faut respecter simplement les notices, faire attention à ce que vous faites. Mais soyons clairs, il y a plein de gens qui ne seront jamais embêtés malgré des états de somnolence au volant. On regarde tous les gens qui s'endorment, on ne les attaque pas, on ne refuse pas de payer les dégâts qu'ils peuvent créer à cause de ça. Donc là-dessus, non, ne rentrons pas dans ce jeu-là, enfin à mon avis, et je pense que les autorités ne nous le demandent pas non plus, parce que sinon, ça va devenir catastrophique, quoi. Alors ça marche ? C'était juste pour dire, si je peux me permettre, le défibrillateur, on est obligé de le déclarer. Parce que la question, je crois que c'était, est-ce qu'on peut le déclarer? Alors, pour moi, et pour la réunion qu'on avait fait au ministère, on est obligé de le déclarer, le défibrillateur. Tout simplement, parce que s'il arrive quelque chose, on n'est pas protégé. Comme je disais tout à l'heure, je discutais avec un monsieur qui me posait la question, le défibrillateur, on le déclare, il n'y a pas de souci, on ne vous retirera pas le permis comme il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, parce que justement, on ne connaissait pas. Maintenant, tout le monde, toutes les personnes qui ont déclaré le défibrillateur, et c'est ce que je conseille en tant qu'association, c'est que il faut impérativement le déclarer pour être protégé. Par rapport à l'assurance, comme j'ai expliqué tout à l'heure au monsieur, moi ce que je conseille, c'est d'aller voir son assurance, de lui dire qu'on a un défibrillateur, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'augmentation de prime d'assurance. Mais si vous dites par voie orale, tout est bon, voilà, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Mais moi, je vous conseille aussi de le déclarer en faisant une lettre recommandée avec accusé de réception pour avoir une preuve. On ne sait jamais. Voilà. Après, c'est vrai que malheureusement, beaucoup de personnes ne le déclarent pas. C'est un problème, mais voilà. Après, c'est chacun, alors, comme je dis, on est adulte, chacun prend ses responsabilités. Oui, mais le problème, c'est que suivant le nombre de demandes qui seront faites aux assureurs, ils peuvent se reposer la question, est-ce qu'on donne l'accord ou pas de laisser la garantie prévue. Et le problème, il est là. C'est que vous risquez de vous retrouver avec des refus plus rapides. Pourquoi? Parce que les assureurs ne vont pas essayer de jauger l'intérêt ou pas. Ils vont se dire, il y a trop de demandes, ce défibrillateur, on ne connaît pas la portée. Alors, au moment de l'implantation, je pense qu'il doit y avoir des réglages, je ne suis pas médecin, mais je pense qu'il doit y avoir des adaptations. Mais une fois que tout ça, c'est à peu près en ordre, bon, je pense que si on fait des lettres commandées, qu'on envoie tout, là je te donne mon avis, hein, Anne, c'est qu'on risque de se retrouver avec une sanction. C'est-à-dire ils vont quantifier le nombre de demandes et ils vont se dire, mais tous ces gens-là, donc il risque d'y avoir un choc, c'est dangereux et ainsi de suite. Du moment que le contrat a été souscrit, je dirais, et que ce n'est pas marqué, ce qu'il faut, c'est bien sûr vérifier les contrats d'assurance. S'il n'y a pas cette mention de défibrillateur ou de dispositif médical, pouvant ci, pouvant ça. Si ce n'est pas marqué, je pense qu'il ne faut pas tendre le bâton pour se le prendre dans la tête. Hein. Parce que les assureurs, ils sont rapides. Hein. Ils vont regarder les stats et ils vont se dire, mais il y a tant de personnes qui ont des défibrillateurs, des pacemakers. Et alors là, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire. Il y a une personne derrière. Oui, vous m'entendez là? Bon, ben, vous avez répondu à ma question, en fait, parce que de ce dont on parle, là, c'est un arrêté du 18 décembre 2015 qui, effectivement, fixe une liste d'affections médicales considérées comme incompatibles avec le maintien de permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance d'un permis à durée de validité limitée. Parmi elles figurent les pathologies cardiovasculaires, ce qui nous intéresse, et certaines altérations visuelles, l'hypertension artérielle, la dépendance à l'alcool, l'épilepsie, le diabète ou encore les handicaps moteurs. Cette liste existait bien avant 2015, mais elle prend désormais en compte le syndrome de l'apnée obstructive du sommeil et ses conséquences, etc., etc., etc. Mais vous avez raison. Donc il n'y a plus de conducteurs aujourd'hui, on est tranquille. Là, sur les routes, on va être peinard. Non. Non. Prenez les apnées du sommeil. Il y a quand même énormément de gens qui ne savent pas qu'ils en font. Donc celle-là, si demain on diagnostique, alors il faut que... Je pense qu'on va arriver à des problèmes. Plus on évacue ça, plus on l'annonce, on va arriver à un gros problème. Je pense qu'il faut regarder, comme vous le disiez à l'instant, si sur le contrat d'assurance automobile, il n'y a pas nommément marqué
Non, puis attention, les accidents, je dirais, moi depuis plus de 40 ans que j'exerce, alors plus en automobile maintenant, je veux dire ça fait longtemps, mais même je n'ai jamais eu ce genre de souci pour un de mes clients. Il y en a qui buvaient, enfin alors si, le souci de l'alcool, ça bien sûr, si on arrive à le doser au moment où il y a l'accident, parce que ça aussi on ne sait jamais, mais je n'ai jamais eu de nullité de contrat ou de garantie à cause de ça. C'est-à-dire la personne, je savais qu'elle pouvait être malade cardiaque, avoir des antidépresseurs ou autre. Il n'y a pas eu de conséquences. Par contre, si on écrit, alors malheureusement, et c'est là où je comprends Anne qui a raison de dire qu'il faut qu'on soit honnête, mais le problème, c'est que ce papier, il sera dans votre dossier. Et quand il y aura un pépin, la première question qu'ils vont se poser, est-ce qu'il n'y a pas une incidence par rapport à je ne sais pas quoi, et là, ça va être le jeu du chat et la souris, c'est pas terrible, quoi. Enfin, pour moi. Pour ma part, mon fils en fin d'année dernière. On a été donc, puisqu'il a fait un arrêt cardiaque, donc il y avait 3 mois de non-utilisation de la voiture. Et donc on a été à l'assurance pour le prévenir. Elle n'a rien voulu savoir, dans le sens où c'était tenu au secret, qu'elle n'avait pas, comme c'était médical, on n'avait pas à le préciser. Nous, on voulait s'informer de... qu'est-ce qu'étaient ces 3 mois, comment était prise en charge au niveau assurance, le fait s'il prenait la voiture et quelles conséquences il y avait. Elle a dit que de toute façon, il ne fallait pas le déclarer. Moi, c'est ce qu'ils m'ont répondu. Hein. Ouais, je pense Avec mon fils, on y a été puisqu'il a 26 ans et son travail devait faire qu'il devait prendre la voiture. Hein, donc c'était important. Et en revanche, on a demandé une réduction de garantie, vu qu'il ne prenait pas la voiture pendant 3 mois. Ça n'a rien donné non plus. Donc on a gardé les garanties telles quelles. Alors, sur le fonctionnement des garanties, c'est différent, parce que je dirais que d'une compagnie à l'autre et d'un assureur à l'autre, il y a toujours moyen des fois de trouver des paliers. Ça, cette histoire de remboursement ou pas, ou de diminution de garantie, pourquoi pas. Mais je dirais que ça, c'est le courtier en place qui fait ou pas le nécessaire. Par contre, pour la déclaration, je vous donne un exemple concret. Tous les diabétiques, par exemple. Aujourd'hui, on pourrait trouver dans leurs médicaments, dans leurs molécules, certains problèmes avec la conduite. Alors vous imaginez le nombre de diabétiques en France, hein, c'est quand même, je ne sais plus, on avoisine les 2 millions, enfin je crois, c'est catastrophique. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus rentrer dans ce jeu de la déclaration spontanée, quoi. Mais nous, ne sachant pas, c'était nouveau hein, pour nous, donc on a fait... Non, mais complètement. Mais votre assureur ne l'a pas enregistré. Non. Il ne vous a rien donné comme papier, je suis au courant de la pathologie de X ou Y, voilà. Non, mais pour lui, c'était même pas quelque chose qu'il devait savoir. Ouais, bon. Voilà, elle nous a répondu. Ah, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup plus de questions sur la conduite automobile que sur le reste. Alors ça, je suis épaté. D'habitude, c'est le contraire. Philippe, est-ce que je peux te demander une chose? Non. Pour moi, pour la... Tu peux rien je te me le demander. demande quand même. Pour la conduite automobile, ma compréhension, c'était que l'important, c'était d'avoir un permis de conduire valide pour son assurance voiture et que donc, qu'il soit valide parce qu'on a passé une visite médicale dans le cadre d'une contre-indication potentielle médicale et qu'on ait un permis avec une validité temporaire ou qu'il soit valide parce qu'on n'a pas de visite médicale à passer, finalement, c'est la même chose pour l'assureur. L'important, c'est qu'encore une fois, ton permis de conduire soit valide et que tu respectes les règles du permis de conduire. C'est ça ou non? Les règles qui sont vraiment plus applicables et qui sont plus contraignantes, c'est celles, par exemple, des transporteurs routiers, enfin des chauffeurs routiers, qui, eux, ont des obligations régulières. Vous, par contre, celui qui a un porteur de défibrillateur, on ne va pas lui faire repasser les épreuves et ainsi de suite. Ou alors de faire une enquête médicale. C'est quand même différent, quoi. Oui. Oui, en fait, il suffit d'aller voir un médecin agréé du permis de conduire, oui, qui vous délivrera un permis de conduire plus ou moins temporaire. Ah, ça peut être provisoire, effectivement. Plus ou moins temporaire ou définitif, mais c'est la seule chose à faire. L'assurance n'a rien à voir finalement. Non. Vous allez vous demander une consultation avec un médecin agréé du permis de conduire. Vous avez une liste préfectorale. Oui, puisque l'assureur n'est pas à même de décider si vous avez le droit de conduire ou pas. Il y a des codes. Enfin, donc c'est sûr. Si vous avez vu les nouveaux permis de conduire qui sont des cartes. Et dessus, il y a des codes qui sont connus uniquement de la préfecture et des médecins, agréés permis de conduire. Vous n'avez pas à le signaler à votre assurance si vous avez l'agrément.
Du moment que le permis est valide, 36 c'est euros, bon. C'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais vous avez une liste de médecins agréés. La formation se fait même à Bordeaux. Bonjour, j'ai le cas de ma fille qui est porteuse d'un défibrillateur et elle s'est inscrite pour passer le permis. Et effectivement, il a fallu qu'elle passe avec un médecin. Effectivement, la consultation n'est pas remboursée et qui délivre pour un temps, pour un certain temps, la validation pour. Il faudra passer des consultations de temps en temps, quoi. Voilà. Il regarde plutôt la vue parce que bon, elle est astigmate. Il s'est plutôt penché sur son problème de vue que le défibrillateur. Voilà. En ce qui concerne l'assurance vie, lorsque vous avez signé un contrat avant d'avoir une maladie cardiaque ou autre déclarée, est-ce qu'il faut déclarer? Non. Il ne faut surtout pas avoir la bonne idée d'écouter votre courtier ou assureur qui vous dirait on pourrait peut-être changer la formule et vous la modifier, parce que là, vous retombez effectivement sur le nouveau questionnaire médical. Ça serait la dernière bêtise à faire. De toute façon, il n'a pas le droit non plus de refuser. Ah non, absolument pas. De continuer un contrat. Alors ceci dit, là, je rebondis aussi par rapport au contrat emprunteur. C'est pareil, quand vous changez de contrat emprunteur, vous étiez, je dirais, si je peux dire bien portant ou sans aucun problème de santé, et que vous voulez changer votre, alors par rapport au taux et tout ça. La meilleure chose à faire, c'est d'abord d'en parler, de voir déjà quel est l'intérêt pour vous financièrement, parce que bon, changer comme ça, je pense que ça peut être intéressant, mais ne jamais modifier les durées, ne jamais toucher au montant, c'est-à-dire si vous êtes sur un capital restant dû, que vous soyez en dessous, ça va, si vous essayez de grimper même de 3-4 000 euros, hop, on repart sur un questionnaire médical et on redémarre autre chose. Donc si vous avez un problème de santé, un défibrillateur et tout, là je vais vous dire, vous allez pleurer. Ah mais c'est pas considéré, c'est automatique, vous aurez un questionnaire médical à faire. On cherche même pas à ça, c'est normal. C'est une nouvelle situation pour l'assureur, donc il veut savoir où vous en êtes, quoi. Donc là, il y a danger. Oui, alors pour rebondir sur ce que vous disiez, en fait, au niveau des assurances de prêt, pour ce qui est de trouver une assurance de prêt quand on est porteur d'un défibrillateur cardiaque depuis longtemps, est-ce que déjà, quelles sont les démarches à fournir? Déjà, j'ai deux mots, trois même, c'est très compliqué. Oui, ça fait 1 an que je cherche en fait. On est d'accord. Et j'ai été refusé tout de même avec la convention AERAS. Tout à fait, ouais. Voilà. Et en fait, quelles sont les alternatives en fait? Est-ce qu'il y a une alternative qui existe? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Parce que sinon, on ne peut pas acheter en fait. Alors l'alternative, il n'y a pas 50 solutions. Il y a celle, par exemple, d'essayer de faire un montage sous forme de SCI, mais là, il faut trouver un gérant, puisque la personne qui va avoir vraiment les questions médicales, c'est le gérant de la SCI. Mais ce gérant de SCI peut changer très vite, c'est-à-dire que, par exemple, je vous donne un exemple, si votre frère, votre père, enfin quelqu'un de chez vous veut monter cette SCI avec vous, lui se porte gérant, c'est-à-dire il a plus de 51% des parts de la SCI. C'est un montage qui est relativement simple, hein. Vous pouvez voir ça sur Internet, vous n'êtes pas obligé de prendre un avocat et tout pour faire ce montage. Et une fois que ce montage est fait, quelques mois après, il suffit de se refaire une cession de parts pour que vous deveniez, vous, après, le principal actionnaire, si ça vous préoccupe, hein, je veux dire, puisque c'est votre bien, quelque part. Mais pourquoi? Parce que lui, il aura les questions médicales. Enfin, le gérant aura ces questions médicales. Souvent, le co-signataire ou le co-emprunteur, lui, on ne lui soumet pas toutes ces questions-là. Donc là, si vous aimez mieux, c'est un jeu, je dirais, de... Ça veut dire que sur cette LCI, en fait, par exemple, s'il y a deux emprunteurs, en fait, ça permet d'avoir les revenus des 2 emprunteurs pour pouvoir avoir une... Exactement. Alors là, bien sûr, attention, il faut que ce soit d'abord personne de confiance, hein, je vous dis un frère, un père ou autre, mais il faut que ce soit quelqu'un en qui vous ayez toute confiance, parce que s'il est majoritaire de votre SCI, ça peut être aussi un problème si vous vous fâchez. Je veux dire qu'il peut y avoir un gros souci après. Donc déjà, c'est le premier point, mais le second, c'est aussi que lui, il accepte de se dire que demain, si vous n'êtes pas solvable, il est dans le coup. Hein. Il doit payer aussi. Hein. Donc, quand je vous dis confiance, c'est confiance totale et réciproque. Quelqu'un qu'on n'est pas axé, par exemple, ça peut marcher. Si on n'est pas axé ou marié. Tout à fait. D'accord. Ok. Merci. Il y a des questions. Si on est porteur d'une maladie génétique, c'est-à-dire qu'on a une mutation mais qu'on ne développe pas la maladie, est-ce qu'on est obligé de la déclarer ou pas du tout? Alors là, je
dirais que j'ai eu le cas d'un professeur qui m'a appelé au secours pour une de ses patientes. Je ne le nommerai pas, mais sa patiente, son mari est décédé. Il revenait de vacances, il est décédé. Il avait caché dans son questionnaire médical qu'il avait subi des morts subites, qu'il avait, je sais plus quoi. Enfin bref, c'était un vrai dossier, quoi. Et bien sûr, la bagarre, elle s'est située sur, il est mort d'un arrêt cardiaque. Alors ça, ok, c'était marqué sur le papier. Sauf que l'assureur a simplement écrit une petite phrase dans sa demande après le certificat de décès, a dit mais est-ce qu'il y avait des origines, machin, pathologiques ou autres. Là, bien sûr, vous êtes coincé quelque part, vous savez pas comment dire. Surtout si vous suivez ce patient et qu'il a déclaré, qu'il est suivi pour ça. Donc le piège s'est refermé, c'est qu'il y a eu fausse déclaration. Donc on a prononcé la nullité. Bon, la seule chance qu'elle a eue dans son malheur, dans tous ses malheurs, c'est qu'elle travaillait dans la banque qui lui avait prêté. Et là-dessus, ils ont essayé de temporiser la violence de ce que peut provoquer une fausse déclaration quand on vous demande de rembourser le prêt, enfin bref, ou de faire... Parce que les banques, des fois, peuvent faire ça. Alors, je vous rassure, si vous êtes assez costaud moralement, vous pouvez tenir et refuser et de dire, moi, je continue de payer l'assurance, ça ne sert à rien, mais vous ne pouvez pas m'exiger. Je paye mes mensualités de remboursement, vous ne pouvez pas m'embêter. J'ai plusieurs clients qui se sont retrouvés dans cette situation et ils ont pu se battre contre leur banque en disant, moi, je ne bouge pas. Vous me dites que j'ai fait une fausse déclaration, je le sais, j'assume, mais par contre, mon prêt, il restera en place et je garderai mon bien, quoi, c'est tout. Donc là, mais nerveusement, c'est pas facile. Hein. Ça, c'est pour le cas. Oui, c'est pas tout à fait la question. Ouais. Exact. Voilà. Là, on parlait d'asymptomatique. Oui, mais là, justement, je ne sais pas. Symptomatique, et ça, c'est. Est-ce qu'il y a malheureusement une possibilité pour l'assureur de savoir ou que vous soyez obligé de répondre quelque chose? C'est là. Il faut sans doute distinguer deux situations qui sont très différentes pour nous et notamment la problématique de nos pathologies. C'est le patient qui a déjà déclaré sur le plan cardiaque la maladie. Ouais. Qui fait une fausse déclaration éventuelle, de l'apparenté qui a fait une démarche génétique qui est porteur de la mutation, mais qui n'a pas encore déclaré sur le plan cardiaque la maladie. Et là, dans ce deuxième cas, si c'était ça que j'avais plutôt compris dans la question, là, on n'a pas à déclarer un résultat génétique. Donc là, effectivement, c'est pas une fausse déclaration, il n'y a pas de... Donc il n'y a pas de fausse déclaration. On est dans son droit en ne déclarant pas un résultat génétique. Ça fait partie des choses que la loi a prévues pour protéger d'une utilisation abusive. Ah non, mais plus tard, c'est plus tard. Hein, ça. Pardon ? Par contre, un conseil, il faut le faire maintenant, hein, très vite. Enfin, je veux dire très vite dans le sens où il faut se lancer, comme ça, il n'y a pas de traces possibles. Ouais. Juste un complément, une question complémentaire. Si la maladie n'est pas déclarée, mais si la personne est sous bêta-bloquant, justement pour empêcher qu'il y ait des manifestations, est-ce que ça doit être déclaré? Parce que là, il y a quand même un traitement. Dans vos questionnaires médicaux, à 99%, on voit apparaître, suivez-vous un traitement, surtout si on est sur du chronique, hein, parce que le bêta-bloquant, enfin, je ne pense pas que ça s'arrête, que ça se reprend, enfin, comme on entendait ce matin. Donc là, vous devez le marquer quelque part. Et bien sûr, l'assureur vous dira, mais ça sert à quoi ce bêta-bloquant? Et voilà, et c'est là où... Pour rebondir là-dessus, dans le pré-symptomatique, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se plaint de rien, qui n'a pas de maladie, mais dans le cas d'un bilan familial où on fait un dépistage génétique, c'est pas une fausse déclaration, il n'y a pas de maladie. On dépiste un gène qui est une susceptibilité A, mais stricto sensu, il n'y a pas de maladie, donc ce n'est pas une fausse déclaration. Mais par contre, effectivement, à partir du moment où on demande des médicaments... S'il y a un traitement, c'est que là, il y a une annonce de pathologie, hein, quelque part. Hein, c'est pas... Bon. Et parce que moi, voilà, j'ai 19 ans, j'ai pas fait de prêt, j'ai pas d'assurance pour l'instant et tout ça. Est-ce que le jour où je vais faire un prêt, est-ce que j'aurai des intérêts plus forts? Parce que voilà, moi je suis asymptomatique et je suis sous bêta-bloquant. Est-ce que j'aurai... Alors, déjà, ce que je vous souhaite surtout, et c'est pour ça que je vous expliquerai après ce qu'on essaiera de faire, parce que malheureusement, sur beaucoup de pathologies, sur les cardiomyopathies et autres, on a beaucoup de refus, hein, énormément. Donc c'est ça qui est déjà problématique. Mais si vous étiez accepté, vous auriez, à mon avis, une limitation des garanties. Donc ça veut dire que vous auriez le décès, peut-être la PTA, la perte totale et irréversible d'autonomie, mais certainement pas, je vous le souhaite, mais c'est très dur à avoir, les garanties, incapacité ou invalidité classiques. Et le problème que vous allez rencontrer, c'est que si vous êtes accepté en décès et PTIA, si vous n'avez pas un conjoint, enfin quelqu'un qui
qui peut représenter, je dirais, une certaine sécurité au niveau des revenus, enfin bref, ce que le banquier peut s'imaginer, vous allez avoir un refus parce que vous n'aurez pas toutes les garanties que souhaite ce banquier absolument, quoi. Le problème, il est là. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, je dirais qu'aujourd'hui, ceux qui nous font le plus de misère, ce sont... Bon, les assureurs vous en font déjà en vous refusant certains risques et tout ça, c'est sûr. Mais les banquiers, alors eux, ils sont intransigeants. Je veux dire que dans d'autres pays, on n'oblige pas autant de règles. D'abord, on n'oblige pas l'assurance emprunteur. Alors, à gain ou défaut, je ne sais pas. Mais par contre, on n'oblige pas autant de garanties, quoi. Maintien du salaire, tout ça, c'est fou. C'est fou parce que dans la vie, vous regarderez bien que demain, en étant locataire, vous avez les mêmes risques, je répète à chaque fois, vous avez les mêmes risques en étant locataire que propriétaire. C'est une histoire de loyer, hein, c'est tout. Donc quand vous n'êtes pas bien, si vous ne pouvez pas payer votre loyer, vous êtes dans la même mouise que si vous avez acheté. Je vois pas... Donc, mais les banquiers, ce qu'ils ne veulent pas, c'est aller pleurer pour aller chercher leur pognon, quoi. Donc s'il y a une assurance, pour eux, dans leur tête, ils sont sûrs d'avoir leur pognon. C'est tout. C'est déjà important pour eux. On travaille beaucoup dans les maladies rythmiques héréditaires sur l'électrocardiogramme chez les gens qui n'ont pas forcément de symptômes, mais il y a quand même un aspect, une chose. Donc, de dire qu'il n'y a pas une maladie ou un syndrome, mais simplement un aspect, et c'est beaucoup ce que je fais chez les asymptomatiques, dire par exemple, un aspect de Brugada pour les gens qui sont parfaitement asymptomatiques. Est-ce que ça va changer quelque chose? Ils ne regardent même pas ça dans le sol. On est une variante de la normale, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un peu plus de risques, mais on n'est pas forcément dans le cadre de la pathologie. Est-ce que ça Non, les réassureurs, parce que ce sont eux qui font les grilles d'accord, les projections au niveau, comment dire, actuariel et autres. Ça, ce sont eux, mais ils travaillent ici. Ils ont travaillé. Il y a déjà des logiciels où on a vraiment beaucoup de renseignements sur les syndromes Brugada, QT-long et ainsi de suite. Par contre, je pense que les paliers d'acceptation, ils ont dû baisser un peu parce que moi, il y a encore quelques années, j'avais l'impression d'accepter plus de dossiers qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde du cardio, c'est très serré. Mais parce que pour reprendre le Brugada, sur 100 personnes qui vont avoir un aspect de Brugada, il n'y en a peut-être que 5 qui feront un problème un jour. Donc enfin, c'est la minorité, quoi. Voilà. Et on se retrouve à ce que tout le monde soit logé à la même enseigne. Exactement. Et on a maintenant quand même un peu de recul pour dire les niveaux de risque. En fonction de ça ou ça, il est de tant ou tant, et c'est pas la même chose entre deux personnes qui ont un Brugada, et tout le monde n'a pas le même niveau de risque. Alors l'année dernière, quand on était ensemble à Lyon, on en parlait avec Philippe, professeur Chevalier, tout le monde, on en parlait de se dire, on va collecter les données pour démontrer des chiffres connus. Donc il y avait aussi Probst, le professeur Probst, j'en ai parlé avec Jean-Noël Trochu. Bon, tout le monde serait d'accord pour éventuellement donc collecter tout ça, mais mon boulot que je voulais faire, moi, l'année dernière, c'était de trouver un réassureur qui veuille se pencher avec nous sur ce que vous pouviez collecter. Le problème, c'est que vous aviez commencé à avancer. Philippe m'avait envoyé déjà des données. Mais on ne peut pas... Eux, ils ne voulaient pas me recevoir pour me dire on va travailler là-dessus. Pourquoi? Bon, il y a une histoire toujours de business et d'argent. Ça peut être un investissement. Ils doivent faire travailler des statisticiens. Enfin bref, il y a beaucoup de travail derrière. Et là, je pense que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le marché fonctionne très bien. Il gagne beaucoup d'argent. Ils se disent pourquoi 500, 1000 de plus, même 5000 de plus, c'est pas... Pour une autre question peut-être un peu plus polémique, est-ce qu'il y a des assureurs chez qui c'est plus facile ou pas d'aller et qui sont plus ou moins bienveillants, alors sans faire forcément de la pub, mais enfin... Alors, je vous donnerai juste un petit renseignement, c'est que bon, en matière de compagnies spécialisées, il y en a quand même qui se penchent bien sur le risque aggravé de santé. Bon, moi je travaille avec 2 d'entre elles, mais il y en a quand même pas mal. Par contre, méfiez-vous des courtiers, des gens comme moi, puisque certains... moi, je vous annonce la couleur, moi. Non, je veux dire, c'est pas ça, c'est qu'on va vous demander des frais de dossier. Mais des frais de dossier, je veux dire qu'à la limite, ce sont des frais d'études dans ce cas-là. Alors, vous avez le droit de les payer, vous avez le droit d'accepter. Moi, je sais que les gens qui sont ici, certains me connaissent et ils savent que j'ai jamais demandé de frais de dossier. Ce que je demande de temps en temps, c'est de penser à l'association qui les a envoyés vers moi. Donc ça, bien sûr, elles le font pas. Mais sinon, je ne demande pas de frais. Certains, j'ai entendu des sommes, et c'est pour ça que je vous dis de vous méfier, qui peuvent aller jusqu'à des 1000 € pour faire une étude. Bon, moi, ça, j'en fais quand même 300-400 par an. Je veux dire, je vous refuse tous, mais alors par contre, je vais gagner du fric. Hein. Donc c'est pas le problème. C'est pas le problème. Non, méfiez-vous de ça. Et puis, je dirais que méfiez-vous aussi de prendre votre dossier avant d'avoir choisi le bien, surtout. Anticipez votre action, parce que là, j'entendais parler tout à l'heure un jeune homme sur je vais acheter un bien et tout, mais pensez d'abord à l'assurance, parce que tant que vous n'avez pas l'assurance, signez pas de compromis, de machin, ça va être la guerre. Et nous, on vous répondra quand même vous n'êtes pas obligé de nous dire j'ai rien trouvé, mais je voudrais savoir. Vous avez le droit. Vous nous questionnez, on vous répond. C'est tout.
Donc j'ai une question personnelle. Bonjour monsieur. Moi j'ai une cardiomyopathie. Mon mari a fait un AVC. Il a été guéri, il a été opéré du cœur. Voilà. Mais est-ce que du coup, même avec votre montage financier, ce que vous disiez, une SCI, ça va être compliqué pour vous Pour tous les deux, ça va être compliqué. Oui. Même si lui, il a été opéré, il est guéri. Et, Non, enfin, moi je vais vous dire, tous les dossiers que j'ai, j'en ai la guérison. Alors, vous avez vu qu'en matière de cancer, ils l'ont annoncé et ça a fini par, à force d'appuyer, ça s'est accepté, le mot guérison, mais c'est pas facile à prononcer, mais ça a été accepté. En matière de cardio ou d'AVC, j'ai jamais entendu parler de guérison. Par contre, il y a eu des AVC aussi il y a des AVC très modérés, enfin je veux dire très légers, où il n'y a pas de conséquences, de séquelles et tout. On arrive à assurer des dossiers, mais je veux dire que la première question de l'assureur, et avec son service médical et son réassureur, c'est de se dire quand l'autre épisode. Parce qu'ils pensent à ça. Malheureusement, vous le savez, vos médecins ont dû vous dire, méfiez-vous quand même, soyez prudents, faites ci, faites ça, prenez bien ci, bien ça, mais ils pensent surtout à ce qui peut se passer. Et c'est là le problème. Vous avez parlé de droit à l'oubli. Ça n'existe pas sur certaines notions, quoi. Sur certaines maladies. Pour l'instant, ça n'existe que dans le cancer et le VIH. Et l'hépatique. Les hépatites, pardon. Ah non, pas tous les cancers. Oh là, non, on est sur des cancers, je dirais, il y a 1 ou 2 cancers qui ont été isolés. C'est pour ça qu'il y a un travail à faire et je vous en parlerai rapidement après. Moi, je suis atteinte de DAVD, j'ai fait une mort subite. J'ai également un défibrillateur cardiaque implanté et je suis courtière d'assurance. Voilà. Du coup, moi, je suis assurée dans le cadre de mon prêt immobilier. J'ai aussi une prévoyance qui a fonctionné quand j'ai eu ma problématique de santé. Ils ont tout fait pour pas payer, mais ils ont payé parce que j'avais pas fait de fausses déclarations. Ils sont pas comme ça, les assureurs. Non, vous vous trompez, pas du je pense. tout, non, mais étant du métier, j'ai aucun souci là-dessus. Moi, je m'interpelle sur la convention AERAS et son existence, et je me dis comment peut-on se battre alors la convention AERAS, moi, comme je disais tout à l'heure, ça fait 2 ans que j'ai quitté ma place à la commission de suivi. Mais je vais peut-être y retourner parce que je me rends compte que nous, tout ce qui est les pathologies, enfin toutes les pathologies cardiovasculaires ont été évacuées. J'aimerais bien remettre le pied dedans. Mais sincèrement, pour moi, je suis pas... Il y a des bonnes réponses quand même, il y a des acceptations, mais je dirais que c'est... Moi, je ne comprends pas, j'ai énormément de refus et je me dis, mais je ne dois pas être le seul. Et puis, je vois bien dans les assos tous les gens qui se plaignent de ne pas être acceptés ou d'être acceptés. Alors, en quelques mots, la convention AERAS, c'est quoi? C'est 3 niveaux. C'est-à-dire, quand vous allez vous présenter à votre assureur pour faire une assurance emprunteur, il y a certains critères. C'est une durée, un montant. Et donc, le montant, c'est pas plus de 320 000 €, c'est déjà une belle somme, mais je veux dire, on ne peut pas aller au-delà. Il ne faut pas être âgé de plus de 70 ans au terme du prêt. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, à l'intérieur de cette convention, il y a donc 3 niveaux. Le premier niveau, c'est votre assurance classique, c'est-à-dire vous questionnez, je voudrais assurer mon prêt. Vous avez le médecin conseil de la compagnie qui répond sur votre dossier. S'il vous refuse, il vous passe au numéro 2, donc niveau 2, qui est le réassureur. Bon, réassureurs, je précise, ils sont 6 aujourd'hui en France, donc ça c'est aussi pour l'aparté de vous dire que si vous faites 100 compagnies pour votre dossier, c'est pas la peine, vous allez vous fatiguer, parce qu'il y en a que 6, et dès qu'il y en a un qui a pris une décision définitive au niveau 3, vous êtes blacklisté sur les 100, enfin sur je sais pas combien. Donc, tout ça, donc le niveau 3, c'est le pool des risques aggravés, et là, ce sont les 6 réassureurs, donc celui qui a refusé votre dossier en 2e niveau amène votre dossier au niveau de ce collectif, et là, c'est un des réassureurs qui reprend le relais pour l'étudier. Mais bon, je dirais que ce pool de risques très aggravé donne des fois des réponses. Oui, il en donne, mais par rapport à la masse de gens qui sont refoulés, c'est pas terrible, quoi. Une question, pardon, bonjour, un peu personnelle. Je suis titulaire d'une carte d'invalidité avec besoin d'accompagnement. Je ne sais pas si je peux vous poser la question. Ah ben, allez-y. Oui, il n'y a pas de souci. On va jusqu'au bout. Oui, je vais jusqu'au bout. Donc, je suis atteinte d'une dystrophie myotonique, la PROM2. Et donc, j'ai fait la demande de renouvellement. J'ai été convoquée par la MDPH qui me dit vous n'aurez pas l'accompagnement, vous l'aurez plus. Parce que vous n'êtes pas, il faudrait avoir l'accompagnement, il faudrait que vous soyez grabataire chez vous à ne pas bouger. J'ai dit, moi, quand je suis chez moi, ça va, mais en dehors, j'ai besoin qu'on m'accompagne pour monter dans le train, je ne peux pas.
toute seule. Mais voilà, donc pour l'instant, j'ai pas eu de réponse, mais c'était pas trop bon pour avoir la carte d'invalidité, le renouvellement. Alors, je suis pas un spécialiste des cartes d'invalidité. Par contre, une question, normalement, les cartes d'invalidité sont demandées par les professionnels de santé. Enfin, je veux dire... Ah oui, non, mais là, c'était le renouvellement, mais c'est fait par un oui, docteur, mais au renouvellement, bien sûr, comment ça se passe? Si vous refusez l'accompagnement, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'appuyer avec votre professionnel? Je ne sais pas, non? D'accord. La chose qui se passe avec la carte d'invalidité, c'est que on passe dans une autre tranche, c'est-à-dire quand on a un accompagnant, on passe dans une autre tranche, et c'est vrai que souvent, ce sont pour les personnes qui sont alitées, qui ne peuvent plus bouger. Voilà. Et malheureusement, du moment qu'on est sur nos pieds, on passe en catégorie 2. Enfin, je ne sais pas si, je crois qu'il y a 3 catégories, et vous passez dans la 2e catégorie. Voilà. Et c'est peut-être pour ça, et je croise les doigts pour vous, mais pas trop d'espoir quand même. Oui, excusez-moi, simplement, je ne sais pas si c'est possible de me répondre, mais peut-être que quelqu'un dans la salle pourra répondre. Donc, mon fils, à 26 ans, s'est fait poser un défibrillateur puisqu'il a fait un arrêt cardiaque récupéré suite à une DAVD qu'il avait depuis 7 ans. Et donc, du coup, on lui a dit que pendant 3 mois, il ne pourrait pas conduire, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Et il venait juste d'arrêter son CDI en septembre. Mi-septembre, quand fin octobre, il lui est arrivé ça. Donc, il n'avait plus droit à rien puisqu'il commençait une formation d'agent immobilier. Et du coup, il avait besoin de son permis, chose qu'il n'a pas pu faire. Bon, pendant 3 mois et encore aujourd'hui, puisque ça a été compliqué de récupérer sa formation, etc., il n'a droit à rien. Son arrêt de travail après son hospitalisation, la Sécu n'a pas voulu la prendre en compte. Donc ça fait depuis le mois de septembre qu'il n'a aucun revenu, qu'il n'a droit à... Et c'est lui qui avait quitté son CDI? Enfin, oui, c'est lui. Ah ouais, d'accord. Puisqu'il voulait se lancer dans cette formation-là. Mais je veux dire, bon, il est chez moi, tout va bien, mais je me dis, ces personnes à qui leur arrive ça, c'est double peine, parce que non seulement il y a cet accident, mais en plus il n'y a aucun recours, aucune indemnité, rien. Il n'y a rien pour ces enfants. Enfin, ces je ne sais pas, je pense que les associations présentes... Oui, peut-être. Ouais, le RSA, ouais. Je pense qu'en fait, là, c'est un autre type de revenu. En fait, la prise en charge des arrêts de travail, c'est conditionné à l'existence d'un arrêt de travail ou en fait d'une inscription à Pôle emploi. Donc en fait, à partir du moment où on n'est pas dans ce système-là, effectivement, on n'est pas dans le système de la prise en charge d'un... Si, il était inscrit au Pôle emploi. Oui, mais à Pôle emploi en tant que personne recevant une indemnité de chômage? Bah non, parce qu'il avait donc, arrêté en fait, son CDI. Voilà. Mais en fait, son arrêt de travail, on a été donc à la caisse d'assurance maladie qui n'a pas voulu parce qu'il dépendait du RSI. Le RSI a dit que c'était pas possible parce qu'il rentrait juste en tant qu'auto-entrepreneur mais ne percevant rien. Et il s'est retrouvé dans rien. Par contre, il peut toujours quand même toucher le revenu de solidarité universelle. Je pense que ça, il peut y toucher. Ça n'a plus condition d'avoir travaillé dans un endroit ou dans un autre depuis un certain temps. C'est un autre type de revenu. C'est peut-être pas une somme équivalente à ce qu'il aurait touché en travaillant, mais au moins, ça sera un revenu minimum. D'accord. Merci. J'en profite pour reposer une autre question à Philippe. Non. Philippe, est-ce que tu peux nous redire si l'assurance des prêts immobiliers, elle est obligatoire et fixée par la loi en France ou non? Alors, il y a les usages et les coutumes, hein, c'est ce qu'on dit toujours. Les usages, c'est que vous ne pourrez jamais emprunter sans assurance. Ça, c'est l'usage. La loi, justement, je pense que si on gratte vraiment, on ne trouvera pas d'obligation légale d'avoir une assurance. Et si on arrive à en trouver une, je pense qu'elle parlerait peut-être que de décès. Donc c'est là où justement les textes sont... Mais de toute façon, si vous essayez de vous battre avec la loi, alors là c'est très clair. Moi je serais accompagné d'assurance, je vous dirais simplement, je ne vous prête pas, mais vous êtes mignonne, adorable, vous n'êtes pas malade, vous avez tout ça, mais par contre... Pour vous, ça ne colle pas. Votre montage, il n'est pas financièrement, ça ne tiendra jamais. Même si vous gagnez 10 000 € par mois, j'aurai toujours la réponse pour vous dire « je ne vous prête pas ». Donc, on peut jouer à ça, mais c'est perdu, quoi. C'est perdu d'avance. C'est un peu comme le permis de conduire. Les anciens, nos permis qui datent d'un bon moment, normalement, on ne peut pas nous les enlever.
même avec le coût des radars, normalement, on n'a pas le droit. Puisque si vous allez à la communauté européenne, ils vous prouveront que ce permis, il est inaliénable, on ne peut pas vous l'enlever. Mais la loi française dit, tu as plein de points qui sautent, on t'enlève ton... Moi, j'ai pas eu 12 points sur mon permis. J'ai jamais eu de points sur mon permis. Donc, mon permis, on ne peut pas me faire le coup des points, normalement. Mais ça, c'est comme ça. Ce que je voudrais simplement dire, j'en profite que vous soyez réunis tous ici pour vous faire une proposition honnête, en tant qu'assureur. C'est que j'en parlais avec Philippe Charon, c'est de se dire qu'on pourrait essayer de réfléchir à lancer peut-être une pétition générale, mais quand je dis une pétition générale, c'est avec vraiment tout le monde. Alors tout le monde, c'est qui? C'est vous, les associations de patients, les professionnels de santé, les sociétés savantes, la Fédération française de cardio, enfin tous les gens qui sont autour de la cardio et qui auraient la possibilité de faire savoir que on pourrait préparer une pétition générale qui inclurait déjà, avez-vous rencontré des difficultés pour l'assurance, avez-vous été supprimé, machin, ou avez-vous été refusé trop facilement, enfin bref, qu'on essaie de faire ressortir le malaise, je dirais, qui pour moi est presque grandissant par rapport à vos pathologies. Donc ça serait la chose à réfléchir. Donc comment faire? Il faudrait qu'il y ait 2-3 associations qui s'y collent. Moi, je suis prêt à donner du temps pour qu'on prépare cette pétition ensemble. Ensuite, il faut qu'on réfléchisse au moyen de la communiquer. Alors déjà, vous avez tous des réseaux, vous avez tous une façon des pages Facebook, des sites Internet, du perso aussi. Hein, vous pouvez tout utiliser pour faire savoir qu'il y a un malaise dans l'assurance emprunteur pour les malades cardiaques. Donc ça, c'est un truc que je vous propose de... Il faut réfléchir à ça, mais il faut réfléchir et il faut avancer. Alors pourquoi je vais faire ça? Parce que je vous disais tout à l'heure, j'aimerais peut-être me réimpliquer sur la commission de suivi au niveau de la convention ERAS. Si je le fais, c'est pour rencontrer le professeur Bignolas, qui est responsable de tout ce qui est études et recherches et qui est responsable de la grille d'évaluation, la nouvelle grille de référence. Et lui travaille sur le droit à l'oubli. Donc il a travaillé pour le VIH. Et pourquoi ils ont bien avancé? Parce que des professionnels de santé se sont collés à ce projet. Donc les gens du cancer, il y avait l'INCA qui était là, bien sûr, il y avait les associations, la Ligue contre le cancer et ainsi de suite. Tout le monde s'est impliqué et ils ont réussi à obtenir ce droit à l'oubli. Donc on m'a fait comprendre là, la semaine dernière, comme quoi si je m'y recollais, on essaierait de travailler. Mais il faut que j'ai des biscuits pour travailler. Donc la pétition, je pense que ça peut être très bien. Mais aussi de savoir que des professionnels pourraient donner un peu de temps. Peut-être qu'il faut qu'on se rende de temps en temps au Luxembourg pour aller, quand on fait des commissions, faut s'y rendre de temps en temps, quoi. Oui, les actuaires. Est-ce qu'on peut consulter des actuaires d'assurance, des hauts techniciens dans le domaine des risques, et avoir effectivement des possibilités d'assurance? On va voir avec un petit surprise. Les actuaires ne sont là que pour reprendre les données qu'on leur donne. C'est-à-dire qu'au niveau médical, ils n'ont pas de pouvoir. Par contre, si on leur donne des explications par rapport à telle ou telle pathologie, eux, ils changent bien sûr, ils insèrent des facteurs différents dans leur étude logicielle. Et là, d'un seul coup, ça peut changer les choses. Mais pour faire comme ça, il faut qu'un réassureur se penche sur l'étude actuarielle et qui décide de la faire. Et moi, depuis l'année dernière, quand on s'était rencontrés, personne n'a voulu me recevoir et personne n'a voulu travailler. Enfin, ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient autre chose à faire. Donc les actuaires, ils ne travailleront que si leur chef, si la compagnie leur dit bosser. Hein, mais j'en connais plein d'actuaires, mais je peux vous garantir qu'eux, ils sont... La loi du nombre, peut-être. Ils n'avanceront pas comme ça. Non, c'est pas possible. Ouais. Merci. Le mot de la fin, c'est qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, si vous êtes d'accord, il faut peut-être réfléchir, hein, je ne sais pas, que tout le monde se mette dans l'idée que cette pétition, elle ne sera pas inutile. J'ai vu que des tas de pétitions fonctionnent. Il y en a pour certains sujets. Alors, il y en a en politique, il y en a dans d'autres domaines, et pourquoi pas dans la santé, dans le social et dans l'assurance. Enfin, je veux dire, ça serait bien de foutre un grand coup de pied là-dedans, quoi. Si on se focalise sur l'assurance automobile et pas sur l'assurance emprunteur, c'est un peu signer une telle pétition, c'est tendre le bâton par date. Moi, clairement, j'ai un syndrome de Brugada, je fais plus ou moins régulièrement des morts subites, hein, j'en ai fait pas mal. Mon assureur ne sait pas que j'ai ce genre de symptômes. Non mais attention, une pétition. Non mais une pétition. Est-ce que vous pensez que si on arrive à obtenir plusieurs milliers de signatures, un assureur va commencer à chercher... c'est pas...
Mais attention, c'est pas parce que vous signez une pétition que vous êtes malade. Ben c'est ça, en fait. J'espère que vos parents ou vos enfants vont signer pour vous. C'est ça l'idée de vos amis, votre chat, votre chien, éventuellement, je sais pas. Mais en fait, c'est surtout pas de vous étiqueter comme malade, parce que des gens qui vont bien et qui n'ont pas dit à leur employeur, à leur assurance, à leur tonton, à leur tata, à qui vous voulez, t'énerve pas, sont malades. Effectivement, on en a plein, mais l'idée c'est que un maximum de gens signent dans l'entourage et que surtout on n'étiquette pas ceux qui sont malades, parce que si on demande... Ah non, c'est pas le but. Hein. Si on dénonce... Le but, c'est de faire réagir tout le monde. Si on dénonce une injustice, tout le monde peut la dénoncer. Il n'y a pas que ceux qui sont malades qui peuvent la dénoncer. Merci. Pour le VIH, je vous garantis que tous ceux qui sont... Moi j'ai beaucoup travaillé avec les associations du VIH, il y a plein de bénévoles qui ne sont pas atteints par la maladie. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout le problème. Hein. Non. Merci Monsieur Thébault pour cette intervention. Merci.